Bonjour, je suis Mohamed Maammar, je suis doctorant en sociologie, donc je m'intéresse à la question de l'eau, à la question des jeunes et la formation des générations dans le contexte des oasis. Et plus particulièrement, je travaille sur le cas d'une oasis de Frkla au Maroc. Et je conduis ma thèse en fait, dans le cadre d'un programme européen qui est chapeauté par le CIRAD. Et on travaille sur les trois contextes différents des oasis, à savoir le contexte marocain, et le contexte tunisien et algérien. Et je suis également consultant auprès de CIRAD de Montpellier et dans le domaine de l'aménagement du territoire ici au Maroc auprès des structures privées qui œuvrent dans ce domaine-là. Alors, pour la privatisation de l'eau au Maroc, je pense qu'il y a lieu de distinguer en fait, entre deux périodes marquantes concernant la privatisation de l'eau au Maroc. Et on peut parler de l'eau potable ou bien l'eau agricole. Commençons par exemple par l'eau potable. Alors, en fait, concernant cette privatisation, il est en fait distingué entre deux périodes, avant l'arrivée de la colonisation et après, avant et après 1912. Prenons le cas de la gestion de l'eau potable ici, par exemple à Rabat, on est sur Rabat, prenons ce cas. L'eau a été gérée d'une façon collective. L'eau a été perçue comme étant un don de Dieu, un don du ciel, et du coup, était un bien collectif dont l'accès était plus ou moins équitable et était d'une façon généralisée. Sur le plan technique, l'eau se distribue à travers des bonnes fontaines. On trouve au sein des médinas des fontaines qui sont accessibles pour tout le monde pour s'approvisionner en eau potable. Pour l'eau, concernant l'eau utilisée pour tout ce qui est travaux, a été assurée par des équipements collectifs. On parle souvent des mtfiya, qui sont des réservoirs pour le stockage de l'eau en sous-sol. Cette eau est venue souvent des pluies, des inondations, etc. et qui est utilisée pour des travaux qui nécessitent des grandes quantités de l'eau. Donc là, il y a un type de l'accès à l'eau potable à travers des fontaines. Il y a un accès à l'eau dédié pour les travaux à travers des mtfiya. Il y a aussi un autre accès à l'eau à travers des hammams et des monuments pour tout ce qui est hygiène. Donc trois lieux en fait d'approvisionnement en eau qui sont accessibles pour tout le monde et qui sont gérés par la communauté et surtout par l'ONADIR. L'ONADIR, c'est celui qui s'occupe de veiller à une gestion équitable et qui respecte certaines règles sociales par rapport à l'accès à cette eau. Là, on est vraiment dans l'ancienne Médina de avant 1912. Par exemple, concernant l'eau potable qui a été utilisée aussi, par exemple à Rabat, il y avait, à travers différentes dynasties successives au Maroc, il y avait des aménagements des sources pour amener de l'eau potable vers les médinas. Prenons le cas, par exemple, de Ain Atig, qui est aujourd'hui une localité à côté de Rabat. À l'origine, c'était le lieu d'une source accessible pour tout le monde et gérée par la communauté pour amener de l'eau vers Rabat presque à une distance d'une quinzaine de kilomètres, et dont l'ONADIR qui gère cet accès. En fait, c'est comme ça que la gestion de l'eau potable a été avant l'arrivée de la colonisation. Donc, comme je l'avais dit, l'eau a été perçue comme un bien collectif, accessible pour tout le monde et dont la gestion a été gérée par la communauté et pour la communauté. Après les années 1912, ça veut dire après l'arrivée de l'administration coloniale, la gestion de l'eau en fait a connu un bouleversement historique marquant. C'est le moment d'un changement aussi bien sur le plan technique, mais aussi sur le plan
perceptionnel et sur le plan en fait de la gestion sociale de l'eau. Sur le plan technique, l'IoT avait l'idée en fait de changer le mode de l'approvisionnement en eau pour des raisons de tout ce qui est hygiène. Et donc, l'idée, c'est en fait, de mobiliser d'autres moyens pour accéder à l'eau à travers des branchements individuels. Donc, c'était le début en fait, de l'idée des branchements individuels, ce qui a nécessité l'implication d'autres acteurs privés pour la gestion de l'eau. À ce moment-là, par exemple, prenons le cas de Dahir de 1914, qui a été promulgué en 1914, qui a défini les domaines publics au Maroc et a considéré pour la première fois les sources comme étant des domaines publics. Donc ils n'appartiennent plus à la communauté pour qu'ils puissent les gérer, mais il est devenu un bien de l'État, donc géré par l'État. Et c'est à ce moment-là que cela a ouvert des possibilités pour la privatisation de la gestion de ces sources. C'est dans ce cadre, après 1914, il y avait la création pour la première fois d'une société qui s'occupe de la gestion, de la distribution de l'eau potable, qui était la Société marocaine de distribution, la SMD. Donc cette société a été créée en quelque sorte pour remplacer la gestion communautaire de l'eau potable à travers un acteur, une compagnie privée qui s'occupe de cette gestion. Après, il y avait en fait l'implication d'autres compagnies privées qui sont venues pour gérer cette eau potable, y compris après l'arrivée surtout de la compagnie, la Lyonnaise des eaux, et du groupe Morsier, de la Banque Paribas et d'autres acteurs privés, essentiellement français, qui sont venus pour s'occuper de la gestion de l'eau potable dans les anciennes médinas et surtout de concrétiser en fait la vision de l'IoT, de General IoT, qui avait une vision urbanistique en fait de développer d'autres villes avec de nouveaux équipements, avec de nouvelles infrastructures, y compris la gestion de l'eau. Donc en fait c'était le moment de jouer surtout sur l'imagination sociale à travers la création des nouvelles villes à côté des anciennes médinas pour en quelque sorte montrer aux habitants des anciennes médinas comment un nouveau mode de vie s'installe et sur quelle base il est fondé, y compris cette vision d'un accès individuel à l'eau. Donc c'est à partir de ce moment-là et à travers en fait, des 10 années que la privatisation de l'eau commence à se proliférer dans différentes villes du Maroc. Et après l'indépendance, l'État marocain a repris un peu le contrôle politique, social et en termes de la gestion de l'eau au Maroc. En général, la vision presque restait la même. Juste, il y avait des essais pour un peu maroccaniser en fait les acteurs privés qui sont installés à travers, par exemple, la création des régies pour la gestion de l'eau, toujours qui est devenue privée, mais pour en fait, sa distribution pour les habitations. La Banque mondiale aussi avait un rôle dans ce sens, parce que quand il y avait en fait un besoin excessif d'aller vers une gestion privatisée de l'eau, il y avait un besoin en termes de la couverture des charges, ce qui a ouvert une porte à la Banque mondiale d'intervenir pour aider le Maroc à subvenir à ses besoins en termes des charges, etc. Donc c'était en fait la continuité du processus de privatisation qui a été amorcé par l'administration coloniale. Ok. Alors, parallèlement à une sorte de privatisation de l'eau potable, de branchement individuel qui a été accéléré, je pense qu'il y avait aussi en quelque sorte une certaine privatisation de l'eau d'irrigation, de l'eau agricole.
Et cette privatisation, il se donne en fait à voir surtout à travers un accès déverrouillé, individuel au pompage et à l'eau souterraine. Donc c'est historiquement, l'eau a été surtout le développement de l'agriculture dans différentes zones a été développé d'une façon plus ou moins collective, à un accès plus ou moins collectif. Prenons, si on prend le contexte des oasis par exemple, l'accès à l'eau d'irrigation souvent a été géré d'une façon et accessible d'une façon collective. Le cas d'Irtara, de l'aménagement d'Irtara par exemple, est un cas exemplaire par rapport à cette gestion collective de l'eau, dont l'accès a été collectivement géré par la communauté des irrigants. Aussi, dans les années 60, dans les grands périmètres surtout, l'eau a été en fait assurée par les barrages qui a été amorcé par le feu Hassan II à partir des années 60 afin de régulariser un peu les écarts intersaisonnières par rapport à l'eau. Mais ce qui se passe par la suite, à travers le développement des politiques agricoles et après l'implication du Maroc dans une vision d'aller vers un développement agricole plus ou moins productiviste, plus ou moins connecté au marché international, la gestion en fait collective a connu certains dysfonctionnements par rapport à ce qui a été conçu. Les grands périmètres en fait avaient des problématiques par rapport à cette gestion qui est devenue de plus en plus difficile. L'État se désengage après l'implication de l'État dans les grands aménagements des grands périmètres à travers des coopératives de réforme agricole. L'État a se désengagé. Les agriculteurs, en fait, ils se trouvent devant des intérêts contrastés, des intérêts contradictoires. Après ce désengagement, il y avait par la suite, en fait, une montée d'un accès individuel à l'eau d'irrigation qui a traversé presque tout le territoire marocain, que ce soit dans les plaines ou bien, comme on le voit aujourd'hui, dans des contextes sahariens et des contextes oasiens. Cela, en fait, a déverrouillé l'accès, et ce déverrouillage de l'accès à l'eau d'irrigation a été par la suite encouragé et aussi impulsé par l'arrivée du plan Maroc Vert. Le plan Maroc Vert, en fait, a constitué un moment historique d'une gestion individuelle de l'eau et qui a encouragé un accès individuel au pompage. À partir de ce moment et surtout de 2018, l'accès est devenu, comme je l'avais dit, plus individuel et surtout à travers les subventions qui ont été accordées aux agriculteurs. Donc, si on prend le cas, que ce soit dans les plaines ou dans le cas des oasis, on a passé d'une gestion par l'État, assurée par l'État, ou bien assurée par les communautés, par l'État dans les plaines à travers les coopératives, dont l'État gère les grands périmètres, et dans les oasis, il a été géré surtout par les jma'a, par les communautés locales. On a commencé à voir l'émergence et l'expansion d'un accès plus individuel et plus privatisé à l'eau souterraine. Donc cela, en fait, a constitué un tournant historique et qui a été, comme j'ai dit, encouragé surtout par l'État à travers les subventions au pompage privé dans ces contextes. Si on prend le cas des oasis, on assiste aujourd'hui à l'émergence de grandes exploitations en dehors des anciennes oasis. Des anciennes oasis se vont développer sur un accès collectif à l'eau vers une gestion individuelle basée sur un accès privatisé à l'eau souterraine. Et donc, cela, en fait, a des implications aussi bien sur le plan de la durabilité de la nappe, aujourd'hui, qui est devenu quelque chose, en fait, qui est inscrit dans les agendas des acteurs politiques, qui se posent la question de la durabilité. Mais paradoxalement, il y a une tendance agricole, des politiques agricoles, qui est en fait, en quelque sorte, en déphasage par rapport au processus de la consommation de l'eau. Comme si la perception, la conceptualisation des politiques agricoles
ne sont pas sur la même ligne que le développement de l'accès à l'eau et de la question de stress hydrique qui se pose aujourd'hui au Maroc. Par exemple, à l'horizon de 2030, le Maroc serait parmi les 17 pays qui vont voir un stress hydrique de 500 mètres cubes par an par habitant. Donc c'est le seuil en fait de définir le stress hydrique. Et le Maroc va être inscrit parmi les pays qui vont voir ce stress hydrique. Paradoxalement, il y a une tendance de développement agricole de plus en plus orientée vers le marché international, qui consomme de l'eau par rapport aux tomates, par rapport aux fruits rouges, par rapport aussi à la question de palmiers dattiers, qui consomme de plus en plus l'eau, par rapport aussi à la question des pastèques, qui est aujourd'hui une fameuse histoire en fait, qui pose problème. Donc en fait, il y a un déphasage par rapport à ces tendances de l'agriculture, plus ou moins productivistes, mais qui n'arrive pas ni à assurer une certaine sécurité alimentaire aujourd'hui, qui pose question, mais aussi qui n'assure pas non plus un retour d'investissement par rapport à ce qui a été investi. Donc quand on est en train, les experts aujourd'hui, quand ils parlent des exportations des produits agricoles, ils parlent surtout de l'exportation de l'eau. Quand on exporte des tomates, des fruits rouges, de l'avocat, etc., on est en train en fait d'exporter de l'eau. Donc la question, c'est le retour de cette exportation sur la sécurité alimentaire dans le marché national, mais aussi par rapport en fait, au retour d'investissement sur le plan économique. Je vous donnerai aussi un autre exemple. Aujourd'hui, il est prévu de planter à l'horizon, je pense, de 5 ans au plus, un nombre de 5 millions de palmiers dattés dans les oasis. Alors, 5 millions, ça veut dire presque chaque palmier, il consomme 60 mètres cubes par an. Donc, c'est presque 30 millions de mètres cubes pour les 5 millions de palmiers dattés. Mais la grande question qui se pose, d'où on peut amener cette eau qui va être consommée par de ce palmier dattier? Parce qu'en fait, il y a voilà, un décalage qui se voit entre la vision, entre les anticipations, entre les objectifs de la politique agricole et la réalité de l'eau aujourd'hui, qui est une réalité en fait complexe et qui pose problème. Donc c'est un peu ça, en fait, voilà, les deux processus un peu paradoxaux entre les politiques agricoles et la réalité de l'eau au Maroc. Alors, par rapport à la question des politiques publiques par rapport à la question de l'eau, certainement qu'il y a en fait une conscience de cette question qui est devenue aujourd'hui une question brûlante, comme je l'avais dit, une question brûlante, surtout par rapport au domaine agricole, qui consomme plus de 80% par rapport à la consommation totale. Mais ce qui est aussi intéressant à tenir, c'est que cette consommation de l'eau par l'agriculture n'est pas seulement en termes de quantité, mais aussi de qualité. Surtout après, parce que le développement de cette agriculture productiviste, il s'aligne sur une tendance massive vers un usage très proliféré des produits chimiques, des produits phytosanitaires, des engrais, etc., ce qui affecte en fait la qualité de l'eau. Donc on peut appréhender cette consommation de l'eau par le domaine agricole et il y a aussi lieu de tenir compte de cette consommation sur le plan qualitatif, pas seulement sur le plan quantitatif. Sur le plan quantitatif, alors, en fait, les politiques ont une conscience qui a été déjà aussi considérée par la suite parmi les fondements du plan Maroc vert, donc il est conscient de cette question. Et c'est dans ce cadre de cette conscience que certaines mesures ont été prises, y compris par exemple les contrats de nappe. Donc les contrats de nappe voilà, qui ont été élaborés par l'État en interaction avec les irrigants pour gérer les bassins versants par rapport à l'accès à la nappe. Mais toute la question qui se pose aujourd'hui, que les experts en fait posent, c'est comment concrètement cette opérationnalisation des contrats de nappe, elle se réalise sur le terrain, surtout suite au déclenchement de certains processus un peu
qui peuvent perturber le fonctionnement normal de ces mesures. Il s'agit par exemple de la prolifération des pompages illicites qui ne sont pas autorisés. Il y a aujourd'hui des chiffres alarmants qui diagnostiquent en fait ce phénomène au Maroc, qui sont déjà des chiffres avancés, mais en réalité, peut-être les chiffres sont plus que ce qui est affiché. Et ce processus de prolifération des nappes, il est bien évidemment, il s'opère sous les yeux parfois de l'État. Puisque la politique publique, c'est ce que l'État décide de faire, mais aussi c'est ce que l'État ne décide pas de faire. Tous les deux font partie de la politique. C'est d'un côté. D'un autre côté, ce qui se passe, en fait, je vous donnerai deux exemples. Des pastèques, qui sont considérés surtout comme un contexte oisien comme celui de Zagora, qui sont considérés comme une tendance des pratiques des agriculteurs, que l'État ne favorise pas, n'encourage pas d'une façon explicite. Il favorise plutôt, il encourage les agriculteurs à s'orienter vers d'autres exploitations moins consommatrices de l'eau, comme ils considèrent ça comme le palmier dattier. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que les agriculteurs ils reçoivent des subventions de l'État pour l'installation des pompages et l'installation des systèmes d'irrigation, mais en réalité, ils pratiquent les pastèques, qui ne sont pas explicitement encouragés par l'État, mais le développement des pastèques, il s'opère devant les autorités locales. Le deuxième élément un peu qui montre ce que l'État ne décide pas de faire par rapport à la gestion de l'eau, c'est le recours à l'usage des panneaux solaires pour accéder à la nappe. Aujourd'hui, je pense que ces équipements, en fait, ils ont créé aussi un tournant très marquant par rapport à l'accès, par rapport à la consommation de l'eau souterraine. À un moment donné avant l'expansion de ces équipements, l'accès a été régularisé d'une façon rationnelle par l'agriculteur parce qu'il prend en considération la question en fait, budgétaire tout simplement pour couvrir les charges d'accès à la nappe quand il avait le recours vers certaines motopompes qui fonctionnent avec du gasoil, du gaz, etc. Donc l'accès a été forcé pour qu'elle soit rationalisée parce qu'il prend en considération cette question de budget. Mais aujourd'hui, l'accès à cette eau est devenu presque gratuit. Au début, il a besoin d'un petit budget pour installer les panneaux et par la suite, presque, il devient gratuit. L'État, il est conscient aussi pour cette question de l'aggravation, de la surexploitation de l'eau suite à l'expansion de ces panneaux solaires. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que le recours à ces panneaux solaires il est devenu à la mode. Même dans quelques exploitations de moins d'1 hectare, on trouve l'installation des panneaux solaires que l'État n'encourage pas, ne subventionne pas directement pour des considérations de la surexploitation de la nappe. Mais voilà, cela en fait, s'opère sous les yeux de l'État. Donc en fait, il y a en fait des moments où le fonctionnement des contrats de nappe et la régularisation de l'accès à l'eau souterraine, il y a en fait en quelque sorte quelques processus en fait paradoxal par rapport à ce qui est affiché pour gérer cette eau et par rapport à ce qui se passe en réalité par les agriculteurs, qui ne sont pas bien évidemment encouragés directement par rapport à ces questions explicitement par l'État. Aujourd'hui, comment peut-on peut-être capitaliser sur la gestion collective qui a été adoptée dans le passé pour parvenir à régler certaines problématiques que la gestion privée pose aujourd'hui. Je pense certainement que la gestion privée d'aujourd'hui, elle pose certains problèmes dans lesquels surtout l'eau elle n'est plus conçue comme un bien collectif, mais elle est devenue un bien marchandisé. Il se gère d'une façon
au même titre que d'autres ressources, comme le charbon, comme le phosphate, comme d'autres ressources. Mais en réalité, l'eau n'est pas comme d'autres ressources. L'eau elle est directement liée à la vie des habitants et à la vie des populations. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur un peu une gestion collective comme c'était le cas dans le passé pour gérer l'eau d'aujourd'hui? À mon sens, quand on est devant la gestion de l'eau, on est devant la gestion des conflits d'intérêts, que ce soit entre les individus ou bien entre les individus et d'autres communautés d'une façon globale. Ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait une gestion collective, peut-être il y avait des conditions qui favorisent un peu cette gestion collective. Prenons le cas le constat en fait de l'évolution démographique. Donc avec l'évolution démographique, les mêmes règles sociales peut-être, les mêmes conditions ne sont plus les mêmes si on peut continuer pour une gestion collective de l'eau. Ce qui par la suite met en avant un peu l'importance peut-être de mobiliser des acteurs qui peuvent gérer ça dans des conditions techniques favorables. Mais en contrepartie, si on laisse cette gestion privée d'une façon libre pour qu'il gère ce bien collectif, c'est là en fait où le problème se pose. Parce que quand un acteur privé il est venu, il s'implique dans la gestion, automatiquement il va penser au retour de son investissement. Donc souvent, cette pensée de retour de son investissement, il peut s'opérer au détriment de l'accès des populations à l'eau. Donc je pense que là, l'État il a un rôle primordial à jouer. Je pense que le problème n'est pas de favoriser peut-être les partenariats publics-privés pour la gestion de l'eau, même que cela, en fait, n'est pas très accepté par certains acteurs. Mais je pense que les acteurs privés aussi, ils ont un rôle à jouer. Juste l'État, il devrait contrôler cette gestion privée de l'eau. Donc, une gestion privée contrôlée par l'État pour ne pas dépasser certaines limites, pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable dans des conditions favorables avec des charges raisonnables. Sinon, si on laisse directement le citoyen devant l'acteur privé, cela va poser des grandes questions en fait, qui se posent aujourd'hui dans certains cas, y compris le cas de Casablanca. Et je vous donnerai aussi d'autres exemples à l'échelle internationale. Le groupe de la Lyonnaise des Eaux a été en fait, dans le cas de Grenoble, l'État a repris la gestion de l'eau quand il a renvoyé en fait ce groupe pour des questions justement liées à un contrôle qui n'est pas assez fort avant les années 2000. Après les années 2000, la mairie a repris cette gestion afin de garder un peu ce caractère collectif de l'eau en faveur des populations. Donc je pense on est devant l'idée de contrôler, de mieux contrôler l'acteur privé en termes de la gestion de l'eau pour répondre aux besoins des populations, mais aussi de garder ce caractère un peu collectif de la question de l'eau. Alors, finalement, j'aimerais bien remercier l'association ATTAC pour cette invitation et pour son implication en fait sérieuse dans le débat des grandes questions à l'échelle nationale, et surtout en lien avec les droits de l'homme et avec l'environnement et avec surtout cette question de l'eau. Et surtout pour aussi aborder cette question en fait qui est une question d'actualité, qui se pose en fait avec une grande acuité à l'échelle nationale et qui s'inscrit d'une façon très concrète dans les agendas politiques, mais aussi dans les débats scientifiques et dans les débats associatifs comme celui que l'association ATTAC offre aujourd'hui. Donc, mille remercie, merci en fait pour cette invitation et pour votre engagement et pour votre implication dans ce débat.